Bonjour. Donc aujourd'hui, avant de parler de la surcharge d'opérateurs, on va commencer par comprendre quelques concepts de paramètres constants et de méthodes constantes parce qu'on s'en sert en fait quand on va faire notre surcharge d'opérateurs, mais on s'en sert aussi dans d'autres situations plus générales. Donc déjà, il y en avait eu un petit peu dans la solution bancaire de compte bancaire que je vous ai présenté là, la semaine dernière. Là, je vais vous montrer d'autres exemples avec ça aussi. Puis vous allez voir que c'est quelque chose qu'on sert quand même assez souvent pour faire quelque chose de peu plus robuste comme code. OK? Donc, le but du mot const, vous savez déjà à quoi ça sert à dire que quelque chose est constant. Avant, vous vous en êtes servi préalablement peut-être pour déclarer une variable constante. Là, on va s'en servir pour passer des paramètres constants puis pour déclarer des méthodes constantes. Donc, c'est le même mot, la même signification, mais avec des applications un peu plus précises. Donc, ça ne nous empêche pas de continuer à faire des variables constantes. C'est complètement séparé. OK? Donc, on voit ici qu'une des choses que je peux faire, c'est de rajouter le mot const à côté de mes paramètres dans une méthode, donc dans différentes situations, comme là ici, je pourrais aussi l'ajouter quand je suis en référence, par exemple. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de passer des paramètres constants. Donc, si on regarde, excusez, le compte bancaire, ben, c'est ce que j'avais fait dans différentes situations. Donc, par exemple, ici, dans le constructeur, j'avais rajouté que le montant que je reçois est constant. Ici aussi, le montant, puis ici, bon, c'est les événements là, dans mon historique en tableau. L'idée, c'est de ce que ça veut dire, c'est que quand je vais recevoir le montant pour le constructeur ou pour le dépôt, le transfert, etc., je ne modifierai pas ce montant-là à l'intérieur de la méthode. Donc, le montant que je reçois pour déposer va être pour modifier peut-être le solde, dans ce cas-ci, mais ne changera pas. Le montant lui-même, le paramètre ne sera pas modifié à l'intérieur de la méthode. Ce qui est quand même le cas dans bien des cas. OK? Par contre, ici, dans transférer de l'argent dans un autre compte, le montant que je reçois ne sera pas modifié, mais le compte que je reçois, oui, parce que c'est dans celui-là qu'on va déposer l'argent. Donc, le compte est modifié. Je n'ai pas mis const vis-à-vis le compte, je l'ai mis seulement vis-à-vis le montant. Donc, c'est une façon juste d'indiquer que la méthode ne modifiera pas le paramètre qu'elle a reçu. Donc, c'est une façon de protéger le paramètre, surtout quand on le passe par référence, parce qu'on sait que par référence, on pourrait le modifier, puis il serait modifié pour l'ensemble du programme. Donc, en rajoutant un const, ça nous fait une précaution supplémentaire. On aurait pu aussi le passer par copie, mais on sait que par copie, ben, ça fait un double, c'est un peu plus long, c'est moins efficace, surtout pour des gros objets. Donc, ça vaut la peine dans ce temps-là de mettre par référence et d'aller rajouter le const. OK? Donc, ça, c'est pour les paramètres constants. On a la même chose, donc ça c'est dans mon autre exemple ici, quand on rajoute le const à la fin du nom d'une méthode. Donc là, c'est pas dans le paramètre, c'est vraiment à la fin de la méthode. Je suis allée ajouter le mot const, par exemple, ici dans les get. Dans les get, c'est un code classique. On va pouvoir le faire sur d'autres méthodes aussi. Mais ce que ça indique, c'est qu'à l'intérieur de la méthode, il n'y aura pas de modification de l'objet. Donc, dans ce cas-ci, l'objet étudiant, parce que je suis dans la classe étudiant. Donc, je ne modifierai pas l'étudiant dans cette méthode-là. Vu que c'est un get, c'est assez évident, mais c'est quelque chose qu'on vient rajouter comme information supplémentaire, donc qui va nous garantir finalement qu'il n'y a pas de modification. Donc, si jamais par accident, on faisait quelque chose dans le get qui modifiait l'étudiant, ben le compilateur nous aviserait puis nous dirait que ça ne marche pas. Donc, dans un get, c'est quand même, il n'y a pas trop de danger, mais c'est quand même une précaution intéressante. Et on peut mettre ça sur n'importe quelle méthode pour indiquer justement qu'il n'y aura pas de modification de l'étudiant à l'intérieur de la méthode. Okay? Donc ça, c'est pour les paramètres et les méthodes const, ce qui va nous permettre de mieux comprendre là, la signature des méthodes pour les opérateurs, parce qu'on va faire de la surcharge d'opérateurs maintenant. Okay? Donc, c'est quoi les opérateurs? C'est le symbole plus petit, par exemple pour l'affichage avec le cout, l'inverse pour le cin, l'opérateur égal quand on veut comparer deux choses ensemble, le symbole plus pour additionner, bon, c'est moins, fois, diviser, etc. Donc, par exemple, ici, dans la syntaxe en bas, on voit une syntaxe de définition pour pouvoir surcharger l'opérateur plus sur la classe étudiant. Donc, l'idée, c'est que, oui, OK, le plus existe déjà et est déjà implémenté pour additionner des int, des floats, même la concaténation pour les strings.
Mais quand on arrive avec des objets, donc des classes qu'on a fait nous-mêmes, ben le plus n'a pas de signification et fonctionnera pas. Donc, fera pas qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Donc là, par exemple, additionner deux étudiants, tu sais, ça veut dire quoi? Tu sais, même chose pour additionner, peu importe, deux rectangles, deux personnes, etc. Donc, on pourrait décider que si je veux additionner deux rectangles, en réalité, ce que je veux faire, c'est additionner, je sais pas moi, leur longueur puis leur largeur pour obtenir un plus gros rectangle qui serait le résultat des deux. Additionner deux étudiants, ça serait probablement assez bizarre, mais ça pourrait être, je sais pas moi, d'additionner leurs notes. Tu sais, bon, il faudrait avoir une idée en fait. Donc, le principe étant de devoir définir pour un opérateur le nouveau comportement qu'on veut qu'il fasse pour des types pour lesquels c'est pas déjà défini. Donc, on sait que ça existe déjà pour les nombres, pour les strings. Et là, quand nous, on fait une classe, si on veut changer le comportement, ben, on peut le faire en C++ avec cette syntaxe-là. Donc, dans les différentes diapos, vous allez avoir évidemment les syntaxes pour les différents opérateurs. C'est pas toujours la même syntaxe. Bon, donc là, la syntaxe est pour l'opérateur plus va toujours commencer avec le type de retour. Ensuite, opérateur plus, il faut toujours l'écrire comme ça, operator. Et ensuite, on va mettre en constante un objet qui va être passé et la méthode va être constante. Je vais d'ailleurs revenir sur ces concepts-là de constante là, en vous présentant aussi la solution. Ça va être la même syntaxe pour l'opérateur moins, le fois, le divisé, le modulo, donc tous les opérateurs mathématiques. OK? Donc, ça c'est la syntaxe pour ces opérateurs-là. On a d'autres syntaxes, donc légèrement différentes pour le égal-égal, parce que le égal-égal, contrairement à l'opérateur plus, va retourner un booléen. Hein, l'opérateur plus retourner un type de retour. Donc, par exemple, j'additionne deux étudiants, ça va me retourner un étudiant. Pareil comme si j'additionnais deux int, ça me retournait un int. T'sais, on reste toujours dans le même type. Hein? Tandis que, oups, excusez-moi, le égal-égal va retourner un booléen parce que ça va retourner un vrai ou faux. Est-ce que cet objet-là est égal à celui-là? Donc, si je compare deux objets, c'est pareil comme si je comparais deux int ou deux strings, je veux que ça me retourne un vrai ou faux. OK? C'est la même syntaxe, donc la même signature de méthode lorsqu'on va utiliser le différent de, le plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc, c'est tous des cas de comparaison qui vont nous permettre donc de retourner un booléen. Donc, toujours la même syntaxe, on fait juste changer l'opérateur qu'on indique là, à côté du mot operator. Pour le égal, là, c'est une syntaxe différente qui est spéciale pour laquelle on va vraiment remplacer hein, l'objet. Donc, pensez toujours à un cas standard. Là. Un int, si je mets égal, ben, ça va remplacer. Mais là, c'est la même chose pour l'opérateur égal quand on l'applique à une classe. Donc, on veut aller donc copier un objet dans un autre objet. Donc, on s'assure toujours avant, comme vous voyez, là, de vérifier qu'on n'est pas en train d'essayer de copier dans le même objet. Donc, c'est vraiment un objet différent. C'est un petit cas spécial. Mais sinon, là, on va vraiment aller faire une copie de l'objet dans un nouvel objet. On a les opérateurs de sortie et d'entrée, donc c'est vraiment la même chose. Fait qu'il y a 4 diapos, là, mais c'est 2 fois la même chose. Quand on est en plus petit comme ça, donc chevron, là, fermant, c'est l'équivalent d'un affichage. Hein. On l'utilise dans le C-out, ça pourrait être aussi pour afficher, c'est peut-être pas le bon mot. C-out, oui, afficher, mais sinon, quand on affiche dans un fichier, donc c'est plutôt comme quand on écrit dans un fichier, donc c'est un opérateur de sortie, que je sorte l'information à l'écran, dans un C-out ou dans un fichier off-stream, OK? C'est la même chose, c'est le principe de sortir de l'information. Quand on va faire donc l'opérateur plus petit, on va devoir passer c'est toujours la même syntaxe, là, vous allez le voir, je vais vous montrer une démo, ça va être beaucoup plus clair là, dans le code. Donc, on passe le out qui est mon flux de output, donc c'est un OSStream. Hein, souvenez-vous qu'on a toujours inclus IOStream à cause qu'on se sert dans les démos qu'on a faites depuis le début de la session de C-in, C-out, donc on avait besoin de IOStream pour manipuler justement le flux d'entrée et de sortie. Donc, on fournit le flux de sortie et on fournit évidemment l'objet de la classe pour pouvoir ensuite décider qu'est-ce qu'on veut afficher. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne du lousse sur quand je veux afficher un étudiant,
c'est quoi que je veux afficher exactement? Est-ce que je veux afficher toutes ces informations, genre son matricule, son prénom, son nom, son adresse, son téléphone, etc. Ou bien je veux simplement aller afficher son prénom, par exemple, avec son nom de famille, puis c'est tout. Ou bien peut-être avec son matricule entre parenthèses au bout, ou tu sais, quelque chose comme ça. Donc, on peut jouer sur qu'est-ce qu'on trouve d'important d'afficher, puis sur de quoi ça va avoir l'air. Aussi, quand j'affiche un étudiant, ou peu importe la classe, en laissant certains attributs de côté si on le désire. Puis il faut penser, tu sais, que ça ne nous empêchera pas par la suite d'aller chercher les autres informations qu'on a besoin. Et c'est vraiment juste, si je fais un C-out d'étudiant, qu'est-ce que ça serait le fun que ça me fasse là, dans mon main, là, qu'est-ce que j'ai envie de voir rapidement. Fait qu'on peut donc jouer avec ça. Fait qu'on va pouvoir, comme vous voyez en bas, faire un C-out plus petit de mon objet, là, par exemple étudiant 1, puis ça va vraiment afficher ce qu'on va avoir décidé d'afficher. Donc, si j'ai décidé que j'affichais le prénom concaténé avec le nom de famille, avec le matricule entre parenthèses, par exemple, ben c'est ça que ça va faire si je lui demande simplement « fais-moi un CA de l'étudiant 1 ». Okay? Puis, le même principe à l'envers. Donc, j'ai juste eStream, donc input stream plutôt que OStream de tantôt qui était le output stream. Sinon, c'est exactement la même chose pour l'opérateur CIN. Donc, je vais aller récupérer de l'information et le mettre dans l'objet. Donc, qu'est-ce qui a été entré comme donnée va être dans ce cas-ci dans ma variable temp. Et là, je vais aller mettre ça dans quoi? Dans quel attribut privé de mon objet? Je vais décider d'aller mettre cette information-là si j'utilise un CIN. C'est sûr que là, ça me donne un peu moins de flexibilité, hein, parce qu'un CIN, c'est quand même juste une information, fait que je ne peux pas faire des miracles avec ça. Je vais vous montrer un exemple, ça va être beaucoup plus clair avec ça, avec l'exemple. Donc, par exemple, ici, je dis beaucoup de mots exemple, je suis désolée. Donc, j'ai deux étudiants, l'étudiant 1, l'étudiant 2. J'ai un petit constructeur, comme on voit que j'ai appelé, qui reçoit un numéro d'étudiant et un nom d'étudiant. Et j'ai redéfini, je vais aller vous montrer dans 2 secondes, l'opérateur plus petit pour l'affichage. Donc, quand j'affiche un étudiant, ça va premièrement fonctionner, ça ne m'affichera pas là, n'importe quoi. Et ici, j'ai aussi redéfini l'opérateur égal, parce que bon, c'était pas très logique de redéfinir l'opérateur plus, comme je vous ai dit tantôt, pour un étudiant, c'est pas très logique, mais par contre, l'opérateur égal, je peux aller vérifier, entre autres, est-ce que c'est le même numéro d'étudiant? Qu'est-ce qui fait que deux étudiants sont exactement le même? Ben, je pense pas que c'est en vérifiant le nom, parce que ça se peut plusieurs noms d'étudiants pareils, mais j'ai décidé dans mon opérateur que j'allais comparer seulement le numéro de l'étudiant. Donc, dans mon point H, on voit que j'ai mon constructeur qui prend un numéro et une string. J'ai un numéro et un nom donc privé pour lequel j'ai fait mes accessoires. Et j'ai mis donc l'opérateur plus petit. Donc, c'est pas mal copier la ligne qui était dans les diapos, OK? À la différence que ici, j'ai précisé que c'était le type étudiant. Dans les diapos, c'était resté général, hein, la classe en général. Et la même chose pour le égal. Donc, j'ai besoin de passer deux objets du même type. Et là, c'est la classe étudiant. Donc, c'est vraiment de prendre la signature standard, puis là, d'aller juste ajuster pour mettre vos classes aux bons endroits. OK? Ce qui donne, donc, dans le CPP, bon, évidemment, le constructeur, les getSet, etc. Et si je regarde l'opérateur d'affichage, ben, j'ai décidé que moi, l'affichage d'un étudiant, quand j'allais, donc, dans mon main faire cout d'un étudiant, j'ai décidé que ce que je voulais que ça fasse, c'est que ça l'écrive numéro 2 points, ensuite le numéro de l'étudiant, virgule, nom 2 points, puis le nom de l'étudiant. J'ai décidé que c'était ça, un affichage de l'étudiant. Fait qu'on va aller voir quand j'exécute mon main si c'est bien ça que ça me donne. Donc, on voit que ça m'affiche effectivement ce que j'ai demandé, hein, dans la structure que j'ai mis pour mon affichage. Donc, numéro 2.1, virgule, nom 2. Karine. Donc, ça me fait ça, peu importe l'étudiant que je vais lui demander d'afficher. Ensuite, ça m'affiche numéro d'étudiants différents. Dans mon main, j'avais un petit if qui vérifiait s'ils étaient égaux et qui m'affichait donc oui ou non. Donc, on voit que ça me dit, moi, que le numéro d'étudiant est différent. C'est vrai, c'est le 1 n'est pas pareil au 2, mais j'ai comparé mes objets. Je n'ai pas comparé parce que, tu sais, j'aurais très bien pu comparer, par exemple, get numéro avec numéro de l'autre côté, puis ça aurait fonctionné sans que j'aie besoin de redéfinir l'opérateur égal, tu sais. Fait que j'aurais pu ne pas faire d'opérateur égal et comparer moi-même le numéro. Comme ça serait exactement la même chose.
Donc, l'avantage que j'ai ici, c'est que je ne suis pas limitée à comparer un seul champ à la fois. Donc là, si j'avais voulu vérifier et le numéro, et le nom, et l'adresse, et bon, un paquet de trucs, il faudrait que je fasse un paquet de if. Là, j'ai la flexibilité de faire ce que je veux dans mon opérateur égal-égal de ma classe étudiant. Si je décide que je compare le numéro pour décider que deux étudiants sont identiques, je compare le numéro. Si je veux vérifier à la fois le numéro, le prénom et le nom de famille, bien, je vérifie ces trois informations-là. Donc, ça va dépendre des situations. C'est sûr que dans le cas d'étudiants, c'est probablement juste le numéro. Comme j'ai dit tantôt, ça se peut deux étudiants avec le même nom. Mais dans d'autres situations, on va pouvoir comparer plusieurs attributs privés et avec ces attributs-là, décider quand est-ce qu'un étudiant est identique à un autre ou pas. OK? Donc, c'est vraiment cette flexibilité-là qu'on va avoir. Fait que je regarde ici la signature de mes opérateurs. Comme j'ai dit tantôt, j'ai étudiant que j'ai reçu en paramètre dans le égal-égal 2 fois, parce que je veux les comparer ensemble. On va aller regarder qu'est-ce que ça donne là, dans le code. Donc, dans le code, j'ai vraiment mon opérateur égal-égal ici, qui reçoit mes deux étudiants, qui retourne un booléen. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est vraiment la comparaison dont je parlais tout à l'heure, qui était de comparer les numéros, simplement. Mais j'aurais pu avoir beaucoup de code ici, beaucoup de lignes de code qui auraient comparé un paquet d'autres trucs, mais là, ça a comparé juste les numéros. Ça retourne un booléen, donc vrai ou faux, si les numéros sont égaux. Donc, ça fait le tour un petit peu de l'exemple. C'est similaire, évidemment, pour les autres opérateurs. Il s'agit, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, de respecter les signatures. Donc, pour l'opérateur plus, moins, fois, divisé et modulo, etc., vous allez respecter cette signature-là. Donc, par exemple, je pourrais retourner un objet, probablement en additionnant un objet aussi. Donc, ça se peut très bien, là, comme bon, si je faisais ça ici, l'étudiant, même si on trouve ça un peu bizarre, bien, j'aurais donc le type étudiant comme type de retour, puis le type d'étudiant comme type reçu. Évidemment, je l'additionnerai avec le this, hein, avec l'étudiant de l'objet courant. Pour le égal-égal, on l'a vu, le égal, ben, je vais recevoir un certain type de classe, puis ça va me retourner aussi une classe. Donc, il s'agit de respecter la syntaxe donc imposée. Vous ne pouvez pas dévier, là. Vous ne pouvez pas commencer à dire « Ah ben moi, ça ne me tente pas de mettre const ce paramètre-là, etc. » Il faut vraiment respecter la syntaxe. Pour le reste, ben, c'est vraiment d'y aller avec votre logique aussi. Okay? Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui.